J'adore l'idée de vous voir aussi nombreux et de savoir qu'à Cannes, ça commence exactement en même temps. J'adore l'idée de ne pas avoir de tapis rouge, d'avoir un tapis blanc et de pouvoir voir une salle aussi remplie. Merci pour votre présence. C'est vraiment un honneur que de vous avoir ici. On est très heureux de vous présenter la saison prochaine. On est surtout très heureux aussi d'avoir nos tutelles, les personnes qui nous permettent d'avancer année après année. Je vous demande d'applaudir Monsieur le maire Serge Grouard et Laurence Bellet, représentante de la culture au département. Et si on s'asseyait? Ah, ça serait mieux. Hein? C'est beaucoup mieux. À Cannes, ils ne s'assiedent pas, ils n'ont pas de siège. Nous, on en a un. Je pense qu'on peut être très tranquille comme ça. Ah, vous êtes pas mal, là. Bonsoir à tous. Laurence. À moi la parole. Ah oui. Très bien. Bien, après ce bonsoir, je voulais partager avec vous un petit mot d'un quelqu'un qui va être programmé, je crois, pendant cette saison, qui disait « L'attitude d'un auteur quand il écrit pour le théâtre doit être affective avant d'être intellectuelle, car tout le théâtre s'adresse à l'émotion avant tout. » Cette phrase, elle est de Charlie Chaplin, c'est pas un hasard. Et c'est cette émotion que chaque année, cher Christophe, vous nous invitez à partager. Et le département, que j'ai l'honneur de représenter ce soir, est fier, très fier d'être votre partenaire. Le département du Loiret développe une politique ambitieuse en faveur du développement de la culture, notamment dans les territoires ruraux, avec 2 priorités. Favoriser l'accès du plus grand nombre de Loiretains à l'offre et aux pratiques culturelles et renforcer l'attractivité de son territoire. C'est à ce titre que notre collectivité soutient le Cadeau, car il s'agit d'une des plus importantes institutions théâtrales de notre département. 90 bénévoles répartis sur l'ensemble du département pour fédérer les abonnés et les spectateurs. Grâce à eux, mais j'allais dire grâce à vous, puisque vous êtes dans la salle ce soir, vous, délégués et ambassadeurs, et grâce à l'abonnement départemental, qui comprend 4 spectacles par an, et l'accès surtout au transport, des bus emmènent ainsi régulièrement les spectateurs ici, à Orléans, de Pithiviers, de Montargis ou encore de Gien. Et ces bénévoles nous sont souvent communs, puisque nombre d'entre vous sont également les maillons forts de nos vies de bibliothèques, médiathèques et autres points de lecture dans les territoires. Le lien est là. Le théâtre, c'est la poésie qui sort du livre pour descendre dans la rue, n'est-ce pas ? Alors soyez chaleureusement remerciés, vous tous,
pour votre action dans les cantons, dans vos communes. Par sa programmation, le cadeau renouvelle chaque saison son engagement premier, apporter au public le plus large l'accès à des propositions théâtrales à la fois divertissantes et de grande qualité artistique, propres à nous rendre la vie plus légère et plus riche. Tous les artistes que vous animez, Christophe, nous font découvrir des œuvres et des univers artistiques avec le souci toujours d'offrir la beauté des textes, la richesse des costumes, l'humour et l'amour sur la scène de ce théâtre d'Orléans que nous soutenons sans relâche. Merci. Un petit mot, nous sommes dans le théâtre Vaisseau-Mer du Loiret, nous sommes au théâtre d'Orléans. J'en profite pour remercier les équipes techniques qui rendent les choses possibles. On sait à quel point nous avons été malmenés il y a quelques mois. On est heureux une fois de plus de voir leur travail pouvoir se réaliser et heureux de pouvoir aussi voir ce théâtre devenir ce grand vaisseau, ce grand navire que vous soutenez, monsieur le maire. Bonsoir à nouveau, bonsoir à tous. Je suis impressionné par cette salle qui est très très remplie, mais j'avais une question. Je voudrais vous poser une question. Je peux ? Quelle heure est-il ? 19h15. Parce que lorsque Christophe m'a proposé de venir, m'a invité, il ne m'a pas dit exactement pourquoi. Et quand j'ai vu ce canapé, je me suis dit, il est effectivement aux alentours de 19h. Donc, c'est l'heure. Voilà. C'est l'heure de l'apéro. Donc, je ne suis pas déçu parce que vous êtes très nombreux à être venus. Et moi, je trouve que c'est assez formidable, cher Laurence et cher Christophe, que vous, public, vous vous déplaciez si nombreux pour la présentation de la prochaine saison, qui va être très belle. Je trouve que c'est formidable. Et ça, je veux dire un grand bravo au cadeau, à Christophe, à l'équipe tout entière, pour réussir cette alchimie qui est de nous proposer des pièces très belles, qu'on adore, et puis d'aller au-delà, avec une véritable politique qui est menée, qui est de permettre à l'ensemble des habitants du Loiret de pouvoir venir ici au théâtre. C'est une démarche qui est exceptionnelle, il faut le dire, et qui consiste à aller chercher en fait les spectateurs et ne pas seulement attendre qu'ils viennent. Et derrière tout cela, c'est une politique qui est menée depuis de nombreuses années, c'est une politique qui réussit avec le soutien effectivement du département, mais c'est une volonté en réalité qui traduit à la fois l'amour du théâtre et la volonté de partager avec toutes celles et ceux qui le souhaitent cet amour du théâtre. Alors moi, cher Christophe, bien sûr, la ville d'Orléans est également à vos côtés, vous le savez. Merci à toutes et tous de venir partager ces moments et au-delà de faire vivre ce théâtre qui est un magnifique théâtre, de faire vivre le cadeau, de partager ces moments ensemble. Et j'étais dans la coulisse il y a un instant, qui plus est, avec des acteurs qui sont vraiment remarquables, avec cette ambiance particulière qui est créée ici et que personnellement j'adore. Donc merci à toutes et tous et très très belle saison qui va bientôt s'ouvrir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À Cannes, quand les invités sortent, il y a un mur de photographes. Je vais vous demander de sortir vos iPhones et de faire des flashs pour donner un peu d'animation à tout ça. Merci en tout cas. Merci à tous. Merci. Et on va essayer d'honorer cet apéritif sans alcool, mais avec beaucoup d'artistes. Merci d'être venu. Alvaro.
Je voudrais vous expliquer ces personnages qui débarquent sur le plateau. Ça n'a rien à voir avec une manifestation, ça a à voir au contraire avec la manifestation et l'envie de spectateurs du cadeau et d'abonnés de peut-être participer un peu plus et même de participer à la présentation de saison. Je les ai pris au mot, ils sont une vingtaine et en très peu de temps, ils ont fait un travail magnifique. Un travail qui m'accompagne et qui fait que je ne me sens pas seul sur ce plateau. Un travail qui prouve aussi que marcher sur un plateau, ça fait grandir l'homme. C'est aussi le CCNO qui nous accompagne dans cette proposition. Et je vous proposerai de vous présenter tout à l'heure le chorégraphe qui les a aidés à faire tout ça. Mais pour le moment, on va commencer par le premier spectacle de la saison, la création du cadeau la saison prochaine. Et je vous demande d'accueillir Valérie Allan, Morgane Lombard et Thomas Cousseau. Accessoire indispensable, grande distribution. Acier et tout. Voilà. La création de la saison, c'est l'île des esclaves de Marivaux. Vous nous racontez l'histoire ? Alors, l'île des esclaves, c'est l'histoire d'un naufrage, des gens qui font naufrage et qui débarquent sur une île. Et dans cette île est peuplée d'anciens esclaves. Et les personnes qui arrivent sur cette île, il y a des maîtres et des esclaves. Et donc, dans cette île, ils vont rééduquer les maîtres. Les rôles vont s'inverser. Les maîtres vont devenir esclaves et les esclaves maîtres. Et du coup, le personnage de Trivelin, qui est le gouverneur de l'île, un ancien esclave, mais qui est devenu le chef de l'île, va rééduquer les maîtres pour qu'ils se rendent compte à quel point ils ont fait souffrir leurs esclaves. Voilà. Marivaux écrit là une des pièces les plus drôles de son répertoire. Marivaux, ce qui est magnifique, c'est que bon, on aime sa langue, on aime son écriture, on aime l'univers aussi. On est 60 ans avant la Révolution française et il propose avec cette île utopique un autre parcours pour éviter le conflit social, et quelque chose dont on entend beaucoup parler. Et pour éviter le conflit social, au lieu de proposer la révolte ou le conflit, il propose l'apaisement, l'écoute et une voie humaniste, peut-être pour trouver d'autres solutions pour réapprendre à vivre ensemble. Ce qui me passionne, moi, dans cette création, c'est que le texte est tellement incroyablement drôle, les situations cocasses, et c'est ce que sait si bien faire Marivaux, que je me suis entouré d'acteurs avec qui j'ai déjà beaucoup travaillé, et une espèce de troupe familiale, et qui me permet de retrouver Valérie Allan, que vous avez déjà vu dans Terminus, par exemple, d'Antoine Roux, et ce sont des acteurs qui connaissent le cadeau, qui ont déjà foulé les planches. Et c'est vrai que cette création, elle est toute particulière pour moi, parce que, par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Cléantis, et qui est un des personnages les plus emblématiques du répertoire du théâtre français, et encore plus du 18e, et c'est Morgane Lombard qui va l'interpréter. Cléantis, c'est une femme très avant-gardiste. On pourrait dire maintenant, avec tout ce qui nous traverse au XXIe siècle, que c'est les prémices d'une féministe, mais qui fait ce qu'elle peut pour pouvoir rétablir un ordre social dont elle est victime. Et justement, elle ne va pas jouer à la victime. Elle va essayer d'abord, elle est très rancunière au départ parce que Euphrosine, sa maîtresse,
que va jouer Valérie, lui fait subir depuis des années des choses fort désagréables. Et là, quand elle arrive sur cette île, qui ressemble tout d'un coup à une forme de démocratie, où l'esclavage est aboli, elle est très rancunière et elle a une soif de vengeance assez importante. Et puis au fur et à mesure, elle va se transformer parce qu'elle se rend compte un peu que peut-être que c'est le hasard qui fait tout et que l'important dans la vie, c'est d'avoir de la raison, un bon cœur et de la vertu. Mais elle fait tout ce chemin-là. Et ce qu'on se disait avec Christophe, c'est que Marivaux était déjà un grand sociologue et peut-être un aïeul de Pierre Bourdieu, peut-être. Voilà. Donc c'est un grand plaisir de pouvoir donner corps à cette femme. Thomas, vous jouez Trivelin. C'est un personnage double, c'est un personnage un peu mystérieux parce qu'il a l'air d'être celui qui fait avancer les choses et en même temps il utilise beaucoup son pouvoir. Qu'est-ce que vous comptez mettre dans ce personnage d'assez pervers finalement ? Vous m'enlevez les mots de la bouche, j'allais dire de la perversité. Y a un titre qui me revient beaucoup ces derniers jours, c'est Raison et sentiment, en référence à un roman bien connu. Ces deux notions, ces deux mots reviennent énormément dans la pièce. C'est une des choses qui me touche beaucoup, la raison, le sentiment. Et ce qui est très beau avec Marivaux, c'est que il essaie de nous faire entendre qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Une des dernières répliques d'un personnage, il dit « N'oubliez pas que devenir raisonnable est le seul moyen de devenir grand. » Oui, c'est vrai qu'on peut y réfléchir et pas mal de personnes devraient s'en inspirer. Moi, j'adore l'idée de commencer cette saison par un spectacle virevoltant, un spectacle en costume, un spectacle qui va proposer une énergie. On est sur cette île et c'est l'île la plus incroyable et je vous assure que vous allez passer un moment tout à fait stupéfiant parce que c'est un tribunal, cette île, et que même si la salle Touchard est grande, vous allez tous vous transformer en habitants de l'île pour venir juger de la réalité des choses et de la culpabilité de chacun. Merci à vous et en septembre. Merci. Merci. Deuxième spectacle de la saison. Le deuxième spectacle de la saison, je vous demande d'applaudir Valérie Le Sort pour Le Voyage de Gulliver.
bonjour. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir. D'abord parce qu'on a tous le souvenir de 20 milieux sous les mers. Vous nous avez donné des envies d'ailleurs, des envies de large, des envies de pieuvre. Vous avez su nous amener dans des endroits incroyables. C'est votre travail mélangé entre la marionnette, le théâtre noir, mais aussi le corps de l'acteur. Mais ça vient d'où tout ça? C'est quoi le virus? Je crois qu'il y a une part d'enfance qui a l'air de se transmettre d'ailleurs dans nos spectacles. Ça vient du fait que je suis plasticienne, donc j'ai toujours fabriqué des marionnettes. J'aime bien le bricolage, j'aime bien le fait main, j'aime bien le théâtre artisanal. Et je travaille le plus souvent avec Christian Eck, qui donc lui est un comédien dans le corps, le mouvement. Donc le mélange de tout ça donne nos spectacles. Après, on ne sait pas vraiment d'où ça vient. C'est comme ça. C'est vrai que quand on voit le voyage de Gulliver, on comprend qu'il va falloir convoquer l'enfant qui est en nous, qu'il va falloir le réveiller, lui mettre des petites claques, mais qu'après on a les yeux écarquillés parce que quand on voit comment chez les Lilliputiens le gouvernement agit, comment la politique existe et comment ce personnage qui finalement devient lui assez extraordinaire, un géant parmi les Lilliputiens. Vous avez su aussi amener beaucoup de modernité à tout ça, parce que ces Lilliputiens, ils font du rock, ils chantent, ils dansent. Ça aussi, c'est votre patte, j'ai envie de dire. Oui, moi j'avais un vieux rêve de comédie musicale, donc j'avais aussi le rêve, depuis que je suis toute petite, de faire un petit peu Marilyn Monroe, portée par des danseurs. Donc là, bon, je le fais, mais je fais 50 cm puisque je joue l'impératrice Kinshasa. Le roman de Jonathan Swift est de toute façon assez moderne, puisque c'était pas pour les enfants, c'était vraiment une critique de la politique. Donc ça reste moderne, ça reste très drôle. Il y a par exemple une scène où Gulliver fait pipi sur un petit château qui est en feu. Ça, c'est dans le roman. Moi, c'est vrai que j'ai rajouté des chansons, un peu de l'humour pour que tout le monde s'y retrouve, que ce soit des spectacles avec plusieurs degrés de lecture, donc pour enfants, pour adultes. Et puis j'ai rajouté des rôles féminins, puisque ça, dans Gulliver, on ne parle pas beaucoup de la femme, donc il y a des rôles plutôt drôles féminins. Mais la princesse, elle a une libido assez développée autour de Gulliver. Elle a vraiment envie d'aller. C'est une prédatrice. Oui, en fait, ce qui me plaisait aussi dans le voyage de Gulliver, j'ai décidé de l'adapter parce que ça me faisait penser au Muppet Show. Moi, j'étais très fan du Muppet Show, cette émission où il y avait des stars qui venaient et qui se faisaient un petit peu martyriser, qui étaient victimes de ces petites marionnettes. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que Gulliver, il est immense, il pourrait vraiment les balayer d'une claque et il subit en fait ces petits êtres qui sont cruels et qui se font la guerre en fait pour une histoire d'œuf à la coque. Il y a les petits boutiens qui mangent les œufs à la coque par le petit bout et les gros boutiens par le gros bout. Et en fait, ils se font une guerre sanglante à cause de ça. Moi, j'aime beaucoup l'idée que les chiffres se répondent, parce qu'en fait, je vous ai présenté L'île des esclaves que Marivaux a écrit en 1725. Et il faut savoir que Jonathan Swift a écrit Le voyage de Gulliver en 1725. Donc on a des espèces comme ça de réponses entre les spectacles qui m'amusent. Ce voyage initiatique et philosophique, c'est surtout aussi l'occasion de découvrir quelque chose qu'on ne pense même pas réalisable sur scène. C'est-à-dire que vous allez chercher et convoquer toujours la magie. Les images sont incroyables. Je veux rien dévoiler, mais on passe notre temps à rester la bouche ouverte et à voir les choses impossible se passer sous nos yeux et des choses qu'on ne pourrait pas croire existantes sur un plateau de théâtre. Évidemment, vous avez vos maîtres et vous avez vos inspirations. C'est qui ? C'est beaucoup Philippe Gentil, qui lui-même, par exemple, la marionnette hybride, donc il y a une marionnette où c'est le comédien, c'est la tête du comédien et c'est le corps d'une marionnette. Donc Philippe Gentil l'avait aussi, je pense que ça vient de Russie ou d'Inde, enfin d'un peu partout. Oui, et moi, j'avais envie de développer en fait ce système-là et d'en faire une pièce entière et que finalement, il n'y ait qu'un seul personnage qui soit grandeur nature, qui soit normal entre guillemets, et qui devient en fait le personnage anormal, parce que c'est beaucoup en fait sur la tolérance, sur l'acceptation et qui est normal, qui est pas normal. Voilà, cette vision-là. Moi, je voudrais juste redire quelque chose, et ceux qui ont vu 20 milieux sous les mers le savent. Ce sont des spectacles familiaux, ce ne sont pas des spectacles pour enfants, ce sont des spectacles qu'il faut voir avec toute la famille, ce sont des spectacles de poésie, imprégnés d'une patte.
la pâte Le Sort Eck, une pâte qui fonctionne parce que maintenant, suite à votre encore grand succès au Molière avec Le Bourgeois Gentilhomme, on est là que pour vous applaudir et dire encore, revenez vite et avec encore d'autres aventures. Avec grand plaisir. Merci. Ce tableau me fait toujours penser à la formation des étoiles, des galaxies, des systèmes solaires. Alors c'est peut-être le moment d'accueillir Albert Einstein et Charlie Chaplin. Je vous demande d'applaudir Daniel Russo et Jean-Pierre Laury. Monsieur Einstein, Monsieur Chaplin. Bonsoir. Bonsoir. Albert et Charlie, c'est un peu comme une série télé, Starsky et Hutch, des choses comme ça. Ici, on vous connaît, vous êtes déjà venu, vous avez joué avec Pierre Arditi, cher Daniel. Mais là, ce qui est merveilleux dans ce spectacle, c'est qu'on devient la petite souris qui est à l'intérieur du bureau de Albert Einstein, et on découvre que ces deux icônes du XXe siècle se connaissaient, avaient un lien d'amitié, avaient beaucoup d'estime l'un pour l'autre, et surtout se consultaient. Et c'est intéressant de voir quand l'artistique consulte le scientifique et quand le scientifique consulte l'art. C'est assez passionnant de voir que ces domaines se réunissent toujours. Alors c'est pas trop impressionnant, cher Jean-Pierre, d'enfiler le costume de Charlie Chaplin? Honnêtement, si. Ce qui fait que j'ai même longtemps hésité à le faire. Et puis après, comme on en parlait, il y a une petite pirouette du début qui permet de rentrer dans la pièce sans se dire je rentre dans l'ombre de Charlie Chaplin, mais d'être là pour raconter l'histoire de ce qu'on ne connaît pas d'eux, ce qu'on peut imaginer, et d'une espèce d'intimité dont nous parlent les spectateurs à la fin. Ce qui les touche beaucoup, c'est cette impression d'être rentré d'avoir passé un moment avec Albert et Charlie. Et donc, pour ce qui est de Charlie, ça n'est pas Charlot. C'est Charlie de 55 à 65 ans, de 50 à 65, voilà. Et l'homme le plus intelligent du monde, ça va, c'est faisable. Comment on fait ça? Comment on arrive sur scène en se disant, maintenant, il faut que j'incarne ça?
C'est-à-dire que quand je me suis intéressé, parce que je connaissais plus, bien sûr, Charlie Chaplin, parce que je suis un fanatique de Chaplin, puisque je vais souvent au musée de Chaplin en Suisse. Quand je suis en tournée là-bas, je n'en aurai jamais l'occasion parce que c'est magnifique. Je vous le conseille une fois dans votre vie, c'est magnifique. Le musée est extraordinaire. Et je me suis intéressé donc à Albert Einstein, bien sûr, et je me suis rendu compte qu'au début, il était très mauvais élève. Et donc je me suis dit, tiens, on a un point commun. Donc je peux y aller. Et il y a un autre personnage qui n'est pas là ce soir parce qu'elle joue. Elle s'appelle Hélène, la gouvernante qui vous protège. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots tous les deux, parce que vous avez chacun un rapport différent avec elle? Elle s'appelle Elisa Benizio. Elle est absolument magnifique. Vous allez découvrir une comédienne extraordinaire. Mais vraiment, c'est une vraie découverte. Tous les soirs, c'était pour moi un plaisir de jouer avec elle, de la regarder, de l'écouter. Elle est extraordinaire, vous allez voir. Vraiment. Et elle joue Hélène, qui est l'ombre d'Albert, qui le suit partout, qui lui fait à manger, qui le rouspète un peu quand il sort un peu surtout du pas cadre. qu'il s'énerve, voilà. Elle ne veut pas qu'il s'énerve. Voilà, elle ne veut pas qu'il s'énerve. Voilà. Et par ailleurs, elle est fanatique, elle est fan de Charlie Chaplin. Oui, amoureuse même, on pourrait dire. Un petit peu amoureuse quand même. Ça, oui. le public un petit peu jugera. Si. C'est vrai qu'elle rougit et qu'elle est tellement impressionnée de recevoir cette icône du cinéma, et on sait à quel point le cinéma à cette époque-là avait une importance. Mais ce qui est très beau dans la pièce, c'est qu'on aborde aussi des sujets qui sont des sujets importants du XXe siècle. Évidemment que la première rencontre, c'est Chaplin qui vient voir son ami Einstein pour lui demander son approbation pour le film Le Dictateur. Et Einstein ne supporte pas l'idée de défendre une comédie, même si elle ridiculise Hitler. Il supporte pas ça parce que pour lui, il est trop blessé, il est trop touché intimement. Vous pouvez nous en dire 2 mots? Ah, mais il peut pas comprendre. Dès que Chaplin lui dit, voilà, c'est un film sur Hitler, une comédie sur Hitler, pour lui, c'est impossible. Il peut pas comprendre. Einstein. Non, mais Mais puisqu'on vous dit qu'il peut pas, n'insistez pas. J'ai jamais dit qu'il pouvait comprendre. Bah, si, puisque dans la pièce, tu insistes. Oui, mais parce qu'en fait, Chaplin... Tu m'énerves énormément dans la pièce. Il n'arrête pas de m'énerver. En fait, comme Einstein, à l'époque, représente l'ennemi public numéro 1 d'Adolf Hitler, parce qu'il est très engagé dans la création d'Israël, etc. Il est réfugié aux États-Unis. Il a des contacts même avec des politiciens haut placés qui viennent lui demander son avis, etc. Chaplin pense qu'avoir l'aval d'Einstein pour réaliser ce film serait un atout énorme, parce qu'il a du mal à le réaliser. Il a mis très très longtemps à monter le projet. Donc voilà, d'où une discussion qui s'ensuit, qui est un petit peu parfois animée. Et quand on pense à ce film, Le Dictateur, fait à l'époque où il l'a fait, il fallait quand même oser le faire. Et Vraiment. on est en 38. Hein. Ouais, c'est extraordinaire. Avant les guerres. Extraordinaire. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que cette année encore, comme la saison dernière, on renouvellera le lien qui nous lie avec le cinéma des Carmes, et que chaque spectacle sera relayé par une projection. En l'occurrence, Charlie Chaplin, il y aura une projection du Dictateur, que vous aurez le plaisir, pour ceux qui ne l'ont pas vu, de le revoir en grand écran et restauré, ce qui est nouveau. Et c'est un film extraordinaire qui parle de l'histoire de la planète et du XXe siècle. Moi, j'aime ce lien parce qu'on va le créer à chaque spectacle et avec des propositions fortes. Mais ce que j'aime encore plus dans ce spectacle, c'est que j'ai l'impression qu'Olivier Dutailly, l'auteur, a beaucoup réfléchi aussi à la nostalgie des personnages. C'est-à-dire qu'on s'amuse bien sûr parce que c'est Chaplin et parce que Einstein est un homme d'esprit et que chacune de ses répliques fait mouche, mais on découvre aussi toute cette face cachée qui sont les choses qu'ils ont dû lâcher l'un comme l'autre pour être ce qu'ils sont. Cette nostalgie-là, elle est présente un peu comme un juif d'Europe de l'Est qui retrouverait des musiques de famille. Non ? C'est à moi ? Oh.
À moi. Ah ben vous êtes pile dans l'axe alors. Ah, c'est parce qu'il se cache, tu comprends? Bah oui, je Regarde, vois ça. il se cache. Personne n'a envie de répondre à ce truc. Bon, ben on va croyais passer à que une autre t'allais jusqu'à question. la conclusion. Oui. Non mais moi aussi, je pensais que tu allais à la conclusion. Ah bah conclusion. Mais c'était tellement beau ce que tu étais en train de dire. Bon, en tout cas, je peux vous assurer que cette rencontre entre Albert et Charlie ne nous laisse pas indifférents et surtout qu'elle nous fait apprendre plein de choses, même si ce sont des choses qui ont fait les couvertures à l'époque de tous les journaux. On les redécouvre avec un autre prisme. Et puis, je voudrais vous donner juste un petit détail que j'aime bien citer quand je parle de l'art et de la science. Quand Shakespeare, au XVIe siècle, fait dire à Puck dans Le Songe d'une nuit d'été « Je peux faire le tour de la Terre en 40 minutes car il est un elfe », la première chose qui a fait le tour de la Terre, c'était un satellite et il a mis 40 minutes. C'est pas un hasard. Merci, messieurs. Bravo. Merci. Bravo. Merci. Le 4e spectacle de la saison, je vous demande d'accueillir Agathe Lullier pour Bigre. Oui, on a décidé finalement de se rapprocher des danseurs. Bravo. Le spectacle Bigre est un spectacle, on a couru après pour l'avoir pendant 15 jours. C'est un spectacle qui a un tel succès que trouver les 15 jours de programmation possibles. Parce que je vous rappelle que quand un spectacle vient au cadeau, il doit rester 2 semaines à Orléans. Les artistes sont ravis, mais quand un spectacle a énormément de succès, c'est très difficile de booker dans leur tournée toute cette période. Et Bigre fait partie de ces spectacles-là. C'est des spectacles qui nous ont fait rêver, qui nous ont fait rire surtout et avant toute chose. Et vous êtes à la création de ce spectacle avec Pierre Guillois. Est-ce que vous pouvez... Alors Bigre, c'est l'expression, hein, c'est l'interjection. Bigre, on est surpris, on est étonné, bousculé. Le spectacle, c'est exactement ce qu'il produit. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née cette ovni théâtrale? Oui, alors au début, pour le titre, avant de l'appeler Bigre, on avait hésité parce que c'est un spectacle où il n'y a pas de paroles intelligibles, audibles, et on s'est dit qu'on allait peut-être l'appeler Scroll. Et après, on s'est dit que c'était pas très fort comme titre. C'est pour les journalistes surtout, voilà, ça va pas être voilà, simple. voilà. Et puis on s'est dit qu'il fallait le redire plusieurs fois ce titre. Et après, on s'est dit que c'était vraiment, effectivement, la meilleure interjection qui soit parce que c'est un spectacle sur la catastrophe. 3 énergumènes, 2 garçons, une fille qui vivent dans les chambres de bonne et à qui il arrive des tas de catastrophes. Et on s'est dit que ça pouvait être vraiment une interjection qui serait dite à chaque fin de sketch, Bigre. Et puis il y a eu une autre, parce que c'est un peu désuet aussi, Bigre. Et on a pensé à... Pendant nos répétitions, à un moment donné, on se disait, mais ça serait tellement plus simple de répéter un Feydeau. Et puis, après, on s'est dit, ouais, ça serait génial. En fait, là, il y aurait nos 3 chambres de bonne à la fin du spectacle qui se lèveraient comme un ascenseur. Et là, on verrait apparaître un appartement bourgeois de 3,50 m de hauteur, haussmannien. Et là, on jouerait la deuxième partie du spectacle, un Feydeau. Un Feydeau. Voilà.
Bigre, on l'a gardé pour ça. Alors, ces 3 énergumènes dont il est question dans ces 3 chambres de bonne qui sont sous nos yeux, c'est la pire version de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager pire, c'est du ratage, c'est l'explosion des plus grands ratages que nous, déjà, on pourrait faire avec pas mal de succès, mais qu'eux, ils réussissent à apporter, mais alors bien au-delà de l'imaginaire. Le ratage au théâtre, c'est quoi? C'est un plaisir fou. C'est un plaisir fou. C'est pas évident en fait de rater. Au début, on a tenté beaucoup de choses. Déjà, Pierre, Olivier, Martin Salvant et moi-même, on vient du théâtre de texte. Et quand Pierre nous a demandé de faire ce spectacle, il a dit voilà, moi je veux un spectacle sans parole, un spectacle burlesque et un spectacle qui se passe dans des chambres de bonne. Allez, maintenant on travaille. Et donc il a fallu qu'on se mette au plateau, là, sur la scène, qu'on essaie des choses. On s'est filmé. Et puis ce que voulait Pierre, en fait, c'était pas que ce soit du burlesque au sens ancien de Charlie Chaplin, de Laurel et Hardy, qui sont merveilleux, on pouvait pas faire mieux qu'eux. Donc on a essayé d'inventer quelque chose qui nous appartienne. Et nous, comme nous ne venions pas de ce théâtre d'objets, de ce théâtre muet, on a déployé des choses qui sont nées de nous, on ne sait pas trop comment, alors on s'est beaucoup vautré, on s'est filmé, donc on a essayé d'inventer une grammaire commune pour comprendre ce qu'on faisait, et puis là on a inventé, je me suis perdue dans ma phrase, on a inventé un univers qui ressemble à rien, qui est vraiment sur mesure, parce que ça vient de nous, c'est à la fois du burlesque, et en même temps c'est du mélodrame, parce qu'on voulait une histoire qui soit quand même mélo, on voulait faire rire, alors du coup on s'est dit qu'il fallait qu'on raconte aussi nos solitudes, nos histoires, pas seulement les nôtres, mais celles des autres aussi, celles de gens qu'on aime, qu'on a vus, qui nous ont inspirés. Et puis on a défini des personnages assez précis, quoi. Enfin, je vais pas en dire trop parce que. Non, mais ce qui est intéressant, enfin moi, ce que j'adore dans le spectacle, c'est d'abord de se dire que sans texte, on est totalement absorbé par le moindre dialogue. C'est quand même aussi la richesse de l'interprétation des acteurs. On ne perd pas évidemment une miette. Et au niveau de la mise en scène, il y a un tel travail en amont et en coulisses qui se passe tout le temps sous nos yeux, des choses incroyables qui ont été organisées, évidemment, et avec des régisseurs qui organisent tout. Mais il se passe de tout, des inondations, des explosions. Enfin, je pourrais même pas faire la liste de tout ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est sans arrêt le ratage international qu'on n'a jamais vu sous nos yeux par 3 énergumènes avec une espèce de moderne solitude poussée à l'extrême. Et comment on vit en tant que femme parmi ces 2 hommes? Moi, je trouve qu'on vit plutôt bien parce que elle est pas mise en valeur, mais pas plus que les 2 garçons. C'est-à-dire qu'on montre des personnages avec toutes leurs, tous leurs défauts. En fait, la scénographie, elle est ajourée, c'est-à-dire qu'on voit au travers de nos petites maisons. Et donc on voit des choses qu'on ferait pas en public, qu'on n'est pas en représentation, donc on les voit. Il y a un couloir, il y a une toilette au bout du couloir, on voit la vie de ces gens. Et je trouve qu'ils sont. Alors au début, c'est peut-être pour ça que vous me posez la question, parce que quand on découvre mon intérieur, c'est une espèce de petite bonbonnière, c'est rose bonbon, c'est un peu girly, un peu kitsch. On s'est dit que c'était vraiment la scéno Pierre Guillois, là, c'est lui. Et en fait, c'est justement pour casser toute l'idée qu'on peut se faire de tous les comment on pourrait dire, oui, c'est ce côté girly. Stéréotype. Oui, stéréotype, merci. Et donc, c'est pas ça. En fait, c'est peut-être une femme qui va se mettre un peu trop dans la féminité, mais parce qu'elle est pas sûre d'elle et tout ça. Enfin, c'est ça qu'il faut voir, c'est la beauté de ces personnages-là. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce spectacle a tellement de succès, et comme il n'a pas la barrière de la langue, il s'est joué partout à l'international, à Édimbourg, au Japon. Bref, ça a été incroyablement difficile de les faire venir. Et surtout, j'ai réalisé avec Séverine Chavrier, la directrice du CDN, qu'elle avait programmé un autre spectacle de Pierre Guillois qui s'appelle Les Gros patinent bien, et on a décidé mutuellement de se faire un coup de cœur dans notre programmation, c'est-à-dire que je ne saurais que conseiller les spectateurs d'aller voir Les Gros patinent bien, et les spectateurs des Gros patinent bien de venir voir Bigre, parce que Bigre, que ça fait du bien de voir ce spectacle. Merci beaucoup.
Apportez-le. Non, c'est qui le rapporte. Le prochain acteur que je vais appeler, c'est un acteur qui nous touche toujours au cœur. Il nous appartient et il fait partie des films qu'on a aimés de lui. Et à chaque fois qu'il va au théâtre, il y va avec une passion certaine. Je suis très touché par son investissement et sa volonté toujours de donner la moindre parcelle de son corps au personnage qu'il défend. Je vous demande d'accueillir Christophe Malavoie. Qui est venu avec son partenaire. Absolument. C'est un seul en scène, mais je suis accompagné et bien accompagné. Il est rutilant. Et c'est un cuivre argenté. C'est un bugle. C'est un bugle, c'est comme la trompette, mais c'est une trompette un peu plus basse, qui a des notes un peu plus chaudes que la trompette. Et c'est un instrument, je me suis mis à cet instrument pour le spectacle. Alors ce spectacle, c'est La légende du Saint-Buveur de Joseph Roth. C'est un texte qui est exigeant, magnifique, littéraire. Il ne faut pas oublier que Joseph Roth était aussi l'ami de Stefan Zweig. Quand j'ai découvert le spectacle, j'avais les mêmes résonances que le bugle, c'est-à-dire j'étais touché par ce qu'on appelle l'incarnation, l'interprétation. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce personnage de clochard céleste vous accompagne, qu'il a même peut-être fleuri dans votre tête. Alors pourquoi cette envie de jouer Andreas ? J'ai découvert Joseph Roth, qui était effectivement un contemporain de Stefan Zweig, mais Joseph Roth a beaucoup plus d'humour et d'ironie que Stefan Zweig. Quand j'ai lu cette histoire, elle m'a profondément touché.
On ne peut pas en ressortir voilà, vraiment sans... Il y a tellement d'humanité dans cette histoire, et puis elle nous concerne parce qu'elle nous parle en même temps de nos valeurs, de la valeur de l'argent, enfin de nos rapports avec l'argent, et puis de la dignité, de l'honneur. Voilà, c'est l'histoire d'une promesse. C'est quelqu'un qui décide de rendre l'argent qu'on va lui prêter et qui met un point d'honneur. Donc c'est vraiment une histoire de dignité et d'honneur. C'est ça qui m'a touché. Et j'ai intégré dans ce spectacle et dans ce texte de Joseph Roth que j'ai adapté, j'ai intégré également des poèmes de Rutebeuf et de Guillaume Apollinaire sous le pont Mirabeau, parce que lui vit sous les ponts. Il va rencontrer quelqu'un qui va lui changer la vie parce qu'il va lui donner de l'argent. Cet homme qu'il rencontre a décidé de mener la vie des plus pauvres. Et donc lui va d'abord refuser cet argent, mais finalement il va l'accepter à une seule condition, c'est qu'il rembourse cette dette. Et toute l'histoire de cette narration, en tout cas, c'est comment Andreas, puisqu'il s'appelle Andreas, va réussir ou pas à rembourser sa dette. Alors, ce qui est très touchant, c'est que ce clochard céleste est aussi un philosophe, et on a envie systématiquement, quand on voit le spectacle, de rencontrer un jour, sous un pont, au bord d'un fleuve, quel qu'il soit, le Danube, la Loire, la Seine, ce clochard, on a envie de le rencontrer parce que sa valeur personnelle et sa vision de la vie nous enrichit et nous rend encore plus sensibles et encore plus poreux à ce qu'il raconte. Moi, ce que j'ai adoré dans le spectacle, c'était le fait, même si c'est contre ma profession, parce qu'il s'est mis en scène lui-même, et c'était le fait que vous preniez ce projet à bras-le-corps, que vous en fassiez l'interprétation, l'adaptation, la mise en scène, le bugle, qui est une petite cerise sur le gâteau, mais qui, à mon avis, ça prend pas en 2 minutes et demie. Donc, j'aime quand les acteurs ont cette espèce d'investissement personnel et aussi cette quête, parce que quelque part, il y a dans ce spectacle une inaccessible étoile. Oui, il y a quelque chose de beau, je crois, vraiment, et puis il y a une poésie. Hein, moi, je pense que le théâtre, c'est aussi l'art de la transposition. Mais c'est aussi, il n'y a pas de théâtre sans dimension poétique. Et la poésie, c'est le langage universel. C'est par la poésie que tout passe et qu'on reçoit les choses le plus simplement possible et le plus humainement possible. Donc il y a vraiment une véritable poésie dans ce texte-là, moi qui m'a touché. Et donc j'ai essayé de la remettre, disons, en forme. Et puis il y a plusieurs personnages que j'interprète avec des voix différentes. Alors je me suis beaucoup amusé parce que voilà, j'ai une faculté de pouvoir transformer ma voix. Et donc il y a des voix masculines, des voix féminines. Et donc on voit tous ces personnages et dans lesquels je me suis fondu. Et puis je me suis investi, c'est vrai, c'est cette histoire du bugle, parce que quand j'ai lu cette histoire, j'ai entendu une sonorité et j'ai imaginé cet homme au bord, sur les quais de la Seine, sous son pont, en train de jouer de la trompette. Et tout d'un coup, chez moi, j'avais une trompette que m'avait donnée un ami jazzman, mais il y a très longtemps, il y a presque de 40 ans. Il m'avait donné un instrument qui était en mauvais état. Il m'avait dit, si tu veux, je te le donne. Je lui ai dit, ah oui, moi, j'aime beaucoup, je m'y mettrai un de ces jours. Et j'ai attendu près de 40 ans pour m'y mettre. Et donc, je l'avais sous les yeux, cet instrument. Et quand j'ai lu Joseph Roth, j'ai associé les deux. J'ai associé la sonorité du bugle, de la trompette, à cette histoire. Et les deux fonctionnent remarquablement. Et donc, il y a des moments musicaux dans ce spectacle et des moments aussi chantés. Et je chante a cappella, ou parfois accompagné par un enregistrement au piano, le poème d'Apollinaire, mis en musique par Léo Ferré, sous le pont Mirabeau. Et puis Rutebeuf, également mis en musique par Léo Ferré. Donc il y a aussi Léo Ferré, Apollinaire et Rutebeuf qui sont aussi de grands poètes. Vous verrez, quand vous verrez le spectacle, cet Andreas ne peut plus prendre un autre visage que celui de Christophe Malavoie. Il devient obsédant. Je suis sûr qu'il vous accompagnera longuement dans vos promenades le long des fleuves, mais aussi dans vos rencontres, parce que ce que raconte la pièce, et c'est une certaine ouverture d'esprit, c'est ne pas passer à côté d'une rencontre exceptionnelle. Et cet Andreas, c'est une rencontre exceptionnelle. Absolument, oui, oui. Je crois que on en ressort aussi avec un supplément d'âme. On croit encore à la vie. Finalement, tout est possible. Finalement, on croit aussi à sa bonne étoile et qu'il faut avancer
et croire en soi. Donc je pense que c'est une pièce qui donne beaucoup de confiance. Et pour finir, parce que c'est un travail homéopathique excessivement pointu, ce spectacle fait partie de la programmation Cadeau Plus et donc sera interprété dans la salle Vitesse, qui donne une proximité à l'artiste, qui donne une intimité et qui donne une chaleur qui fera résonner le bugle avec beaucoup d'émotion. Merci Christophe Malavoie. Merci à vous, merci beaucoup. Pour parler du deuxième spectacle Cadeau Plus, donc le spectacle qui sera aussi programmé en salle Vitesse, je vous demande d'applaudir Panchika Vélez, la metteuse en scène de Romane Boringer. Donc, comme je viens de vous le dire, le spectacle avec Romane Boringer est un moment aussi d'une grande intimité et j'ai souhaité le programmer en salle Vitesse pour les mêmes raisons que La légende du Saint-Buveur. Panchika, comment on dirige Romane Boringer? On ne la dirige pas, on est avec elle, on l'accompagne, on lui propose et on reçoit ses propositions et c'est du pur bonheur, vraiment. Le texte en question, c'est un texte de Sophie Morer qui s'appelle Respire. C'est un texte qui au départ pourrait sembler dur. Je cherchais un adjectif sensible aussi et peut-être très prenant et vous m'avez convaincu en m'en parlant et en me disant qu'il y avait aussi un suspense dans le texte qui vous avait passionné en tant que metteuse en scène. Et donc, pourquoi et comment ça s'est fait? C'est vous qui avez proposé le texte à Romane? C'est Romane qui l'a découvert? Non, j'ai lu ce texte et j'ai été happée comme un récit, comme dans un récit policier. En tout cas, j'ai été happée par le suspense de cette histoire qui commence d'une façon assez... Je pense que c'est Romane Boringer qui doit appeler. C'est dur. Alors je tiens à dire... Excusez-nous, elle est au Japon. Elle est au Japon et elle se réjouit de revenir à Orléans où elle est déjà venue il y a quelques années. Et si elle n'était pas au Japon, elle serait avec moi ce soir pour vous en parler de ce spectacle qu'elle aime, je crois, beaucoup. Mais la sonnette qui sonne en pleine présentation, ça me fait penser à Agathe Royal. Je me dis que je devrais me lever et partir. Catherine Jacob n'est pas loin. En tout cas, juste pour raconter 2-3 petites choses, comment vous raconteriez cette histoire, cette aventure de Respire?
je vais raconter peu de choses. Ce que je dirais, c'est que le point de départ, qui est assez fort et on pourrait dire tragique, c'est une femme qui est dans un hôpital et qui parle à son enfant et qui lui donne l'injonction qui lui parle, qui lui dit maintenant il faut que tu respires. Le texte s'appelle Respire. S'appelait Héméra, qui est une déesse du foyer dans l'Antiquité. Et c'est effectivement un monologue, mais qui est construit de telle façon que immédiatement j'y ai vu de la musique nécessaire, et que la musique qui accompagne le spectacle est comme le musicien est comme un partenaire, c'est comme un dialogue. C'est un monologue qui est un dialogue en fait. Et le point de départ, évidemment, est dur. Et le musicien est en scène. Et le musicien est en scène, bien sûr. C'est un vrai partenaire. Et ce trajet, c'est comme un voyage de cette femme qui raconte, sans mentir, qu'est-ce que c'est la vie à son enfant, son bébé qui vient de naître, donc elle vient d'accoucher, et elle lui parle et elle lui raconte ce que c'est la vie avec toutes ses atrocités et avec toutes ses merveilles. C'est un texte incroyable. Moi, quand j'ai lu ce texte, j'ai été, mais vraiment, je vous le répète, happée, et je l'ai donné à Romane tout de suite, qui a eu la même sensation. Et sincèrement, on l'a joué 3 mois à peu près à Paris. On sait que ça va au public. Je ne vous raconte pas ce qui va se passer parce qu'il y a une chose assez tendue, mais c'est vraiment un hymne à la vie. Oui, Voilà. ce que j'aime, moi, dans le spectacle, c'est, vous savez, cette expression, quand on dit le verre à moitié plein ou à moitié vide, là, le texte nous amène à un verre archi plein parce qu'elle déborde de moyens de nous faire comprendre que la vie vaut bien la peine d'être vécue, mais au-delà de ça, qu'elle nous enrichit à chaque instant. Et c'est vrai que le cri d'amour de cette mère est absolument capital à entendre, surtout que, un peu comme Christophe Malavoie, et j'aime beaucoup que les 2 cadeaux plus aient cette même qualité, c'est quand c'est pris comme ça par un artiste qui dit « je veux défendre ce texte, je serai seul en scène avec un musicien, mais je parlerai aussi de ce qui m'importe », parce que je pense que Romane est une artiste qui n'est pas capable de défendre quelque chose qu'elle ne pense pas. Donc je crois qu'elle rejoint l'auteur, et sans doute vous, dans sa vision de la vie et dans sa vision du suspense de la vie. C'est un moment de théâtre, Romane, on la connaît depuis qu'elle est enfant, c'est un moment de théâtre qui est aussi puissamment rock'n'roll qu'incroyablement émouvant. Moi, je sais que j'y allais en me disant on va se prendre une leçon, c'est bien pire que ça. On accompagne et on est avec elle dans cette chambre et on comprend à quel point les mots de l'actrice sont essentiels. Et je crois que c'est exactement la place du théâtre. Merci à vous. Merci Christophe. Les 6 spectacles de la saison qui va venir, qui commence en septembre. Vous savez à quel point c'est un moment important puisque c'est le moment des renoncements. Il a fallu choisir et comme dit Bérénice, choisir c'est renoncer. Il était important pour moi de vous présenter ces spectacles. Je voudrais avant toute chose vous expliquer aussi et que vous demandez de les applaudir. C'est magnifique, merveilleux. Nouveaux spectateurs qui nous ont accompagnés pendant cette présentation de saison. Si vous voulez bien venir nous rejoindre.
vais juste vous expliquer. Ils ont travaillé un week-end et 2 heures de répétition. C'est-à-dire que c'est l'éphémère, l'impermanence de la chose qui les rend aussi gracieux. Je trouve que c'est un magnifique exemple et surtout quelque chose que moi j'aimerais renouveler. L'idée même que nos spectateurs aient envie de fouler le plateau du Théâtre d'Orléans me touche énormément parce que ça veut dire qu'ils ont envie de pousser comme Alice le fameux miroir et d'aller voir de l'autre côté du rideau d'avant-scène. Merci de les applaudir. J'ai promis aussi pendant cette soirée d'offrir 2 abonnements et c'est pour ça qu'on a une urne pleine de bulletins. Je vais demander à une main innocente. Oh bah alors elle se précipite la main innocente. On est dans l'improvisation la plus totale. Hein. De choisir 2 noms. Oui, touillez. Si vous pouvez lire le nom. Alors, Duvaux, Christiane. Christiane Duvaux. Encore un peu de guitare, un peu de casse clair. Arnoux, Daniel, que des filles. Arnoux, Daniel. On prendra contact avec vous, évidemment. Je vous demande maintenant d'applaudir tous les artistes qui vont fouler de leurs pas ce plateau et celui de la salle Vitesse. Merci d'accueillir tous les artistes des spectacles de la saison prochaine. Merci. Et vous dire un dernier petit mot en leur présence. Mais puisque vous êtes là, vous le savez, mais vous êtes aussi nos meilleurs ambassadeurs. C'est qu'au théâtre, les rires et les larmes partagées par vous tous sont beaucoup plus puissants, beaucoup plus indispensables, et que c'est ce qui fait que nous faisons ce métier, c'est de voir à quel point votre émotion va nous porter et qu'il n'y a pas de bonne représentation sans bon public. Donc merci d'avoir été là et on se retrouve en septembre pour tout le reste. Et comme ils n'arrêtent pas de jouer, c'est difficile de les présenter, mais je voudrais quand même vous présenter les musiciens qui accompagnent Alvaro Bellio. Merci de venir les applaudir. Merci à vous tous. On se retrouve en septembre. Pardon, il y a quelqu'un qui les a fait travailler ardemment. Simon, excuse-moi, il est dans le coin. Je voudrais vous présenter Simon Fentz, qui a fait travailler tout ce groupe. Viens, Simon. J'ai oublié. Pardon. J'ai oublié personne.